Donc l'expérience dont je vais vous parler, alors c'est sur une expérience donc, de digitalisation du processus de vente. C'est plutôt en format retour d'expérience, c'est-à-dire depuis 2012, digitalisation de ce processus qui a pris à peu près 18 mois, 24 mois. Comment ça s'est passé, quels sont les écueils que nous avons rencontrés, quelles sont les difficultés que nous avons eu à surmonter. Alors, il va s'agir notamment de signature électronique sur tablette, et donc j'aime bien rappeler ce fait. On a déjà signé sur tablette il y a très très longtemps. Alors, nos compliance officers ne prennent pas ça pour un argument valide malheureusement, mais ça indique quand même quelque chose, c'est que la signature de l'individu a changé au travers des années et qu'elle a pris plusieurs formes. D'abord avec un burin, ensuite avec un cachet et une bague, ensuite avec un gribouillage à la plume, et ça a évolué. Aujourd'hui, moi je pense que nous sommes à l'aube d'une nouvelle transformation qui est une signature plutôt digitale. Voilà, et donc c'est dans cet accompagnement-là que je trouve assez passionnant que j'ai replacé le contexte de cette mission. Voilà. Donc le processus que nous avons digitalisé, le processus de vente et d'ouverture d'un compte bancaire bout en bout, c'est-à-dire depuis la chaîne de vente en agence jusqu'à dans le back-office, avec les allers-retours nécessaires avec le client. Donc vraiment un processus bout en bout, avec notamment des KPI qu'on est allé mesurer dans les back-office. Voilà. Donc en 4 parties, on va analyser l'existant, on va voir quels sont les axes de progrès. Donc l'existant tel qu'on l'a trouvé, bien entendu, avec ses difficultés et ses moments un peu douloureux. Les identifications d'axes de progrès, comment est-ce qu'on peut l'améliorer avec une feuille blanche et puis une permission du PDG d'AXA Bank de dire, voilà, on se donne le champ libre et puis on essaie de faire la banque de demain. Donc plutôt beau projet. Les risques et les enjeux, bien entendu, par rapport à ces points d'amélioration qu'on avait imaginés, avec notamment la direction des risques, la direction légale, la direction de la conformité, qui ont bien entendu plein de choses à nous dire sur ces sujets-là. Et puis ensuite, les conclusions, c'est-à-dire à quoi on est arrivé effectivement dans le cadre de cette mission. Alors, l'analyse de l'existant, bien entendu, le point de départ de cet acte de vente, c'est un rendez-vous client qui entame un processus de vente et d'acquisition. Alors, on est allé une fois de plus, on a tous fait de l'analyse de processus de manière exhaustive, je pense. Les processus de vente sont très souvent ceux qui sont le plus audités, et donc, une fois de plus, je dirais, on l'a encore refait. Et on a encore appris des choses nouvelles, c'est ça qui est intéressant. À chaque fois qu'on s'y remet, on trouve des nouvelles choses. Alors, il y a plusieurs choses dans ce rendez-vous client. Il y a quelqu'un qui rentre dans une agence et donc il a un besoin d'ouvrir un compte. Alors aujourd'hui, je fais une petite aparté. On n'a pas eu l'opportunité pendant ce projet d'aller creuser quel est ce besoin, pourquoi. Il y a énormément de choses à traiter, je pense, autour de ce point-là. Bon, ça n'a pas été l'objet de cette mission-là. On est passé assez vite. Il arrive avec un besoin d'ouvrir un compte et notre enjeu, c'est de lui ouvrir un compte. Voilà. Mais il y aura beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce besoin. Donc le rendez-vous en agence est pris, il y a un café. Alors j'aime bien préciser cela parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de sourire, on n'offrait pas de café à des comptes en banque. Et donc les comptes en banque qui se promenaient dans nos agences, on en a vécu et on ne leur offrait pas de café. Aujourd'hui, on a des cafés en agence. Il y a donc une belle prise de conscience déjà existante que les individus ont besoin d'attention, besoin d'empathie. Et ce terme est quelque chose d'important, je pense, pour la digitalisation. Et donc il y a déjà une initiative qui est lancée, on ne part pas de zéro, il y a vraiment un mouvement. Et on a capitalisé sur ce mouvement pour aller plus loin dans la digitalisation. Alors le rendez-vous client en soi, il est assez lourd. Il y a une découverte client, il y a des documents à fournir, ensuite il y a la signature du contrat, et puis enfin il y a l'acte de versement sur le compte qui vraiment finalise, je dirais, l'ouverture. Voilà les 4 points d'ancrage majeurs d'un processus d'ouverture de compte. Si on le prend à très haut niveau, c'est le high-level process, disons, comme on le voit. Je rajoute l'attente de la carte bleue parce que ce qui matérialise dans la tête du client l'ouverture de son compte, c'est qu'il a sa carte bleue dans sa poche. Voilà. D'un point de vue de la banque, souvent, ce n'est pas le cas, mais pour le client, et on se place toujours du point de vue du client, c'est fondamental de se placer vraiment dans le cœur du client. Et donc, lui, il attend sa carte bleue, et donc c'est un délai qui peut être assez long. Voilà. Bon, quand on est à ce niveau-là, bien entendu, on voit peu de choses. On peut mesurer quand même un certain nombre de choses. Alors, on a
depuis quelques années, un certain nombre de sondages clients qui sont faits. Est-ce que je fais bien mon métier? Alors là aussi, j'ai eu de la chance, j'ai chez AXA notamment participé au premier sondage que nous avons fait aux clients. Et ces premiers sondages ne permettaient pas de lier les réponses à des leviers sur lesquels on pouvait avoir accès pour améliorer les choses. Par exemple, on demandait à notre client, mais alors est-ce que vous avez aimé le premier contact avec notre marque? Alors, première claque, non, à 63%, je ne sais plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Mince, on est bien embêté parce que c'est quoi son premier contact? C'est par Internet, c'est par un agent, c'est un coup de fil. C'est quoi son premier contact? On n'en sait rien. On ne sait pas opérer ça. On ne sait pas dire, ok, je vais améliorer ça, je vais changer ça. On ne peut pas. Donc là encore, on a bénéficié de toute cette expérience et on a pu mettre en œuvre un sondage un peu plus pertinent. Et là, encore une fois, on a appris dans cette expérience. Alors voilà ce que je vous propose, voilà ce qui a été notre apprentissage. Voilà ce qu'on a fait. Êtes-vous satisfait? Bon, je le fais à grosse maille. Le client nous dit à peu près, bon, ça peut être mieux. Est-ce que vous êtes bien accueilli en agence? Oui, je suis plutôt bien accueilli. Le café était sympa, on m'a bien souri, on m'a serré la main, c'était cool. Le produit vous convient-il? Bon, il n'en sait pas trop grand-chose. Par rapport à d'autres banques, ça a l'air un peu cher. Bon, en même temps, voilà. Et aussitôt qu'on a fait cela, on se remet dans notre perspective de banque, on analyse notre résultat, on a notre fichier Excel et puis on travaille sur les chiffres. Et ça, on sait bien faire, ça nous rassure. On va dedans et on construit nos graphiques et on tire nos conclusions. Les conclusions que l'on tire, à très gros smile et encore, parce qu'on ne peut pas aller trop dans le détail non plus, mais voilà, c'est, bon, globalement, on peut être meilleur en satisfaction client. On peut améliorer ça. Première conclusion. Deuxième conclusion, bon, nos équipes commerciales se sont vachement améliorées depuis pas mal d'années. Là, elles sont bien, on peut leur donner leur bonus, c'est bien. Alors, il y a peut-être un agent ou deux, on va aller le booster, on va lui faire du coaching, mais globalement, on est plutôt satisfait de nos équipes de vente et on est plutôt en train de se dire il faut augmenter nos équipes de vente. Nos produits, bon, le retour sur les produits bancaires en général, c'est qu'on peut faire mieux, ils ne sont pas assez customisés, il faut aller plus loin dans la paramétrisation spécifique à chaque client. Voilà, on a beaucoup de réflexions en général dans les banques autour de la gamme produits et c'est parfois un peu compliqué d'arriver à des conclusions concrètes avec des résultats nets sur ce sondage en particulier. Alors ça déclenche des projets dans ces entreprises, des projets type marque préférée, je veux être la marque préférée, voilà, ça on en a beaucoup parlé. C'est ça, c'est issu de ce type de constat. On peut être meilleur en satisfaction client. Projet banque du futur, je veux être la banque connectée, la mieux connectée avec le plus de... Voilà, ça c'est aussi des projets qui découlent de cela. On veut être encore mieux accueillis dans nos points de vente. Des produits customisés. On parle de produits parfois qui s'appuient sur des frameworks Hadoop, par exemple Big Data, pour essayer de le customiser au mieux sur le produit qui va au client. Je prends un exemple concret. J'ai un agent un jour qui est revenu vers nous en disant moi je suis pas très loin d'un club de yacht, j'ai beaucoup de clients qui sont dans ce club, il faudrait faire un partenariat avec ce club et proposer un produit un peu spécifique avec le visuel du yacht sur la carte bleue. Bon, alors à cette époque-là, on l'a fait, ça a été un flop total, on a eu très peu d'ouverture de compte, ça n'a pas été rentable. Mais il y avait cette volonté à la base de se dire, il faut qu'on soit encore plus proche du client et on essaie de forcer par ce biais-là. Ça s'inscrit dans l'efficacité des processus, c'est un chantier important et fondamental. Et le constat que nous avons fait avec le digital, c'est que ça ne suffit pas, il faut aller au-delà, il faut s'appuyer sur une deuxième jambe, il faut les deux jambes, il faut celle-ci. Et il y a une deuxième jambe, et c'est celle que moi, personnellement, je ne connaissais pas et que j'ai apprise pendant cette expérience en 2012. On a fait des forums clients. On les a invités et on a fait des paroles de clients, on appelait ça. Et donc, ils ont pu venir boire le café avec nous dans une salle et échanger. Alors, bien entendu, c'était plutôt les gens moteurs pour cela. C'est des gens qui avaient envie de partager avec nous et qui nous ont partagé plein de choses positives et négatives. Et pendant ces moments-là, on a relevé notamment des mots-clés qui ont été prononcés par ces clients. Et pour nous, ça a été une sorte de moment lumière, une petite lumière qui s'est allumée. On s'est dit, on est en train de rater quelque chose. Alors, êtes-vous satisfait? Il a répondu oui, mais bon, il ne peut pas dire grand-chose de plus. Et en fait, ce qu'il a vraiment trouvé, c'est que c'était hyper fastidieux et très intrusif. On lui demande ses bulletins de salaire, on lui demande où il habite. Il n'est pas encore sûr que son compte va être ouvert. Et déjà, on lui demande tous ces détails, on connaît déjà sa vie. Il comprend, parce que tout le monde le fait, qu'il doit le faire, mais c'est intrusif.
Êtes-vous bien accueillis? Oui, ils sont pros, mais il y a un problème de confiance. Est-ce qu'on nous fait confiance? Qu'est-ce qu'ils font avec mon argent? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des magouilles? Comment est-ce que je peux être sûr que ces gens-là, bien qu'ils ont des beaux sourires, est-ce qu'ils vont travailler proprement après, en termes de servicing? Ils ne m'ont pas encore prouvé quoi que ce soit, et déjà, je suis obligé de leur faire confiance. Je ne suis pas prêt à ça. Les produits. Les produits sont trop compliqués, la tarification n'est pas claire, je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent. J'ai pris ça parce que ça faisait 1h30 et que j'avais ciné après avec mes copains. Et donc, voilà. Et donc, il y a un sujet de clarification, de clarté, de simplicité des offres et de transparence aussi des produits achetés. Avec des mots-clés comme « mon banquier n'est pas fun ». Alors ça, c'est typiquement une phrase qu'un banquier ne sait pas traiter, quoi. C'est tout de suite mis à la poubelle. Mon banquier n'est pas fun, qu'est-ce que j'en fais de ça? Je ne sais pas. Comment m'arnaque-t-il? Ça, il y a quelqu'un qui est venu vers nous en nous disant, moi je me demande toujours comment est-ce que vous allez m'arnaquer. Alors, bon, c'est pareil, ça, on prend ça pour une blague, et puis on se dit, bon, poubelle, pourquoi est-ce si compliqué? Bon, c'est vrai, c'est une question, pourquoi est-ce que les produits sont si compliqués? Nous, on a l'impression de faire simple, d'essayer de simplifier, de faire des packages, machin, et finalement, le résultat, c'est que c'est de plus en plus obscur. Et donc, on s'aperçoit de deux choses. Un, il y a un problème entre la communication interne, je dirais, au sein de l'entreprise et celle perçue par le client. Il y a un décalage. Et deuxièmement, il y a un truc fort que le client exprime, c'est de l'émotion, c'est de l'empathie, justement de l'absence d'empathie avec la banque. Et il y a au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Au fond de lui, un truc, sa banque, c'est réticent, c'est négatif, il ne veut pas y aller. Et ce point-là, on ne peut pas dire à son PDG, bon ben écoute, on va tenir compte des émotions du client, ça ne marche pas, mais on peut parler d'expérience client, ça c'est quelque chose de très concret, effectivement, l'expérience client, et on se rend compte, quand on rajoute ce deuxième pilier, qu'on n'est pas très bon en expérience client dans la banque. Le client vit une expérience plutôt désagréable lorsqu'il vient voir son banquier. Et là-dessus, peut-être qu'en construisant quelque chose autour de ce thème, on s'est dit, on va peut-être réussir à trouver des leviers, des points, et à transformer nos processus d'acquisition pour les rendre plus agréables et plus pertinents pour le client. Voilà. Et donc je pense qu'il faut faire les deux piliers, l'un avec tous les projets Six Sigma, Lean, qu'on maîtrise quand même relativement bien, et il y a des maturités différentes dans les entreprises, mais c'est quelque chose qu'on commence à faire, je dirais, avec une régularité relativement correcte. Et puis l'expérience client qui était, pour moi en tout cas, un sujet assez nouveau et qui apporte une lumière assez différente et je trouve assez pertinente pour l'expérience client. Avec donc l'objectif fixé par ce client, donc AXA, qui me dit, Cédric, est-ce qu'on peut faire un process à la fois fun donc, et efficace? Voilà. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Moi j'ai relevé le défi sans trop savoir et donc on est parti. Voilà, donc projet lancé, objectif clair, on doit rendre ce processus efficace et fun, améliorer l'expérience client. Définir donc des axes d'amélioration, des points qui permettent de mesurer le point de départ, le point d'arrivée. Bien entendu, on est câblé process, donc on commence par le processus d'acquisition. On commence par ça, c'est la base. On sait faire ça, il faut absolument qu'on commence par ce qu'on connaît. On a redécrit une énième fois le processus d'acquisition de compte. On se les refait étape par étape, en identification les points de rupture, donc 2 points de rupture majeurs, un juste avant la signature, c'est-à-dire ce qui se passe avant, c'est on choisit le produit, qu'est-ce que je veux acheter, je viens avec un besoin et donc il faut que je trouve le produit qui matche mon besoin. Je fais la découverte client avec mon agent, et je donne les différents documents que j'ai besoin de donner. Sur cette base, un contrat m'est fait avec une tarification qui m'est propre et j'arrive à un contrat qu'il faut signer. Et donc cet acte de signature, souvent, est un moment de rupture. Le client se dit, bon, je vais en parler à mon époux, à mon épouse, et je vais voir si elle est d'accord, comment on peut faire, voilà, ou bien je vais prendre la nuit pour réfléchir. Voilà. Point de rupture. En général, nécessite un deuxième rendez-vous. Si l'agent il est en général objectivé là-dessus, il faut qu'il signe dans le même rendez-vous. C'est important pour lui. Il faut qu'il fasse un one-time shop, one-stop shop. C'est un de ses enjeux. C'est assez difficile. Et ici, il y a un point de complexité puisqu'il y a un temps de réflexion souvent demandé. Une fois qu'on signe, il y a le versement du premier versement, qu'on appelle paiement, mais en fait c'est vers son propre compte. Et donc c'est un acte fort puisqu'il y a un déplacement d'argent, c'est quand même sensible. Les gens ne savent pas si ça va arriver sur le compte, etc. Ils ont un doute. Bon, donc il y a quand même un sentiment client qui est assez fort à ce niveau-là.
Et ensuite, il envoie tout cela à la banque. Et là encore, point de rupture, il faut que la banque le reçoive. Alors ça paraît évident, mais il y a quand même des sujets de perte de chèque, on les connaît dans les processus, il y a des sujets de perte de convention de compte. Voilà, les banques ont leur propre sujet interne, je dirais, à traiter, et c'est normal, toutes les banques l'ont, voilà. Et puis il y a bien entendu l'étude back-office, avec bien entendu les itérations en cas de documents incomplets, potentiellement frauduleux, des choses à traiter, à regarder, toute cette étude back-office, puis l'encaissement du chèque et la fabrication carte. Voilà un petit peu le processus avec donc les itérations et donc des KPI qu'on mesure assez classiquement. Le taux de transformation et le taux d'incomplétude sont des critères clés en général que l'on regarde sur ce processus-là qui permettent de savoir combien de rendez-vous on a au début et combien de comptes ouverts on a à la fin. Et puis le taux d'incomplétude, c'est-à-dire combien de fois on part dans la boucle d'itération. Et puis ensuite, l'efficacité du ciblage marketing, combien de refus, si on va vers des gens qu'on ne veut pas, et ben en fait on refuse trop, donc ça c'est un critère aussi, est-ce qu'on est bon en ciblage. Et le PNB par client, ça c'est une banque, elle n'est pas là pour faire, donc elle va regarder si c'est des clients rentables, bien entendu. Donc c'est aussi quelque chose qui est regardé par le banquier. En termes d'expérience client, lui, il s'en fiche de combien il rapporte à la banque, au contraire ça l'inquiète, et il est plutôt à se demander dans combien de temps je vais avoir ma carte. Donc j'ai fait mon meeting, j'ai bu mon café, super, mais maintenant j'attends ma carte. Et tout ce qui se passe au milieu, ça l'embête. Donc ça, c'est son critère à lui. Point de départ, point d'arrivée. Deuxième appel, et ça j'ai eu du mal à le trouver, c'est l'anxiété. Je voulais mesurer l'anxiété du client. Et donc ça, c'est difficile de le chiffrer. Le critère que j'ai essayé de trouver, alors il vaut ce qu'il vaut, peut-être qu'on a mieux, moi j'ai trouvé ça, c'est le nombre d'appels générés par ses prospects à la plateforme d'appel pendant ce délai d'ouverture de compte. Voilà, on avait un critère, là on a un pourcentage de compte. Alors il appelle parce qu'il a besoin de lever ses plafonds cartes, il appelle parce qu'il veut changer d'adresse, il appelle pour plein de raisons. Et il y a un des points qu'on a mesuré qui était le nombre d'appels de prospects qui n'ont pas encore de compte, qui appellent pendant cette phase d'ouverture. Et je me suis dit, globalement, ce pourcentage doit probablement refléter une forme d'anomalie où il n'a pas assez d'informations et où il appelle parce qu'il a besoin d'infos. Ça reflète probablement un petit peu l'anxiété. Bon, voilà. Ça a ses limites, mais c'est ce critère-là que j'avais factuellement devant moi ce jour-là, donc c'est ce que j'ai pris. Voilà. Et donc on a avancé comme cela. Alors on a mesuré, et on a fait nos mesures. Alors c'était assez douloureux, ça a été une mesure un petit peu de prise de conscience. Donc on a 9 étapes avec beaucoup d'itérations possibles. Au niveau de la banque, ce qu'on mesure, c'est que le taux de transformation est inférieur assez classiquement à 9-10%. C'est même parfois très inférieur à cela sur certains produits. Donc ça veut dire qu'en un meeting client et un produit ouvert, on a fait énormément de meetings clients pour finalement très peu de comptes ouverts. Il y a un taux d'échec assez énorme qui est accepté par la profession. Ça fait partie du métier de commercial d'être confronté à cette problématique. Néanmoins, ça refroidit beaucoup. Le taux d'incomplétude, pareil, on s'est pris une petite claque, on s'est dit, voilà, on a sur certains produits des taux d'incomplétude qui peuvent atteindre 40%. C'est absolument inacceptable de se dire qu'on a un client sur deux pour lequel on va être obligé de lancer la boucle d'itération. C'est une perte de temps énorme, un coût colossal pour les back-office. On ne peut pas se permettre de faire ça, il faut qu'on arrive à réduire cela. Le taux de refus, on a des taux de refus qui sont parfois supérieurs à 5%, 3,5%. Alors c'est à chacun là de se dire est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Voilà. Bon, nous on a considéré que 3,5% c'était limite. Enfin, l'objectif qu'on a demandé d'atteindre c'était de diminuer cela. Bon, c'est un peu compliqué. Le PNB par client, on parle de catégories socio-professionnelles dans ce milieu-là. Donc c'était des catégories socio-professionnelles plutôt basses pour ce client-là. Donc ça ne lui satisfaisait pas. Il n'était pas content de ce ciblage. Bon. Voilà. Donc voilà en gros le constat que nous avons fait, qui était un constat un peu douloureux, que je retrouve dans la profession. Hein. C'est pas quelque chose qui cible ce client-là, pas du tout. C'est quelque chose d'assez transversal et qui se retrouve très classiquement dans les acteurs majeurs. Voilà. Au niveau du client lui-même, lui il attend sa carte pendant plus de 3 semaines, ça c'est systématique, c'est parfois même 3 mois, dans certaines banques 4. Hein. Donc extrêmement long.
sans explication réelle en fait, hein, voilà, avec donc le taux d'appel incomplet d'inquiétude. Donc on s'est dit qu'au-dessus de 2%, c'était peut-être difficile à expliquer. 2% du volume total d'appels reçus concernant ces problématiques d'ouverture de compte. Là encore, je vous laisse juge de savoir si c'est bien positionné ou pas. Nous, on s'est dit que 2% c'était un max, il ne fallait pas qu'on excède cela. On a vu qu'en fonction des choses, ça pouvait être plus. Voilà. Donc, partant de ce constat, on a décidé de digitaliser le processus avec en effet l'immédiateté de la technologie, le côté fun des nouvelles technologies, un coût par acte de gestion qu'on espérait moindre, et puis les geeks sont des gens qui sont plutôt CSP+, donc c'était aussi une cible client qui était plutôt sympathique. Donc on digitalise ce processus. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a proposé, on a enlevé des étapes, on en a rajouté. On a rajouté le simulateur, ça clarifie le discours de la tarification. Le KYC, les documents et l'identification, on a essayé de regrouper ça en une seule étape, sur une tablette par exemple, ou sur un smartphone, avec des photos, et ça c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus sympathique. Ensuite, on a fait une signature électronique. Alors on verra ensuite, juste après, les problématiques liées à cela. Mais la signature électronique, ça permet de faire ce one-stop shop, ça permet d'aller beaucoup plus vite, avec un discours plus clair. Si on a un discours plus clair avant, ça va de pair. Si le discours reste obscur, on va encore avoir ce problème de devoir réfléchir la nuit. Ensuite, on peut payer, on peut le faire par carte plutôt que par chèque. Là aussi, il y a des points de législation qui sont contre cette évolution. Néanmoins, on l'a proposé. Et ensuite, on n'a plus besoin de scanning et d'indexing, puisque tout est fait automatiquement. Si on les fait dans l'app, l'indexation est automatisée, et donc ça arrive directement dans le back-office. Et de fait, on arrive directement dans le back-office, dans l'équipe qui ouvre, et qui peut le faire quasiment instantanément, avec bien entendu le delta du délai d'ouverture et d'étude. On garde cette potentielle itération, ça on n'y échappe pas. On peut espérer ne pas avoir de documents manquants, mais en tout cas on peut avoir des documents incomplets. S'il prend la photo de son chien, on n'y peut rien, ce sera un document manquant. Voilà. Mais en tout cas on peut au moins se prémunir d'avoir un certain nombre de problèmes par rapport à des pièces manquantes. Voilà. Et ensuite on peut aussi artificiellement enlever l'étape de fabrication carte en lui envoyant un SMS en lui disant ça y est, on a ouvert ton compte, tu vas bientôt recevoir ta carte. Psychologiquement, il y a une étape qui est franchie. Il sait que ça y est, ça va arriver. Là, ça va, on espère, diminuer notre volume d'appels anxieux, plus donner un sentiment de ça y est, c'est fait. Voilà. Voilà. On voit aussi un certain nombre de contrôles qui peuvent être automatisés, ça j'en parlerai plus tôt. Alors, l'objectif qu'on m'a fixé, le voici. Je crois qu'en termes de timing, je suis un peu juste, je vais un peu passer vite. Voilà. L'expérience client, délai total, je vais insister plutôt là-dessus. De plus de 3 semaines, l'objectif c'était de passer à moins de 3 jours. Voilà, c'était très ambitieux, c'était ce qu'on nous a demandé de faire. Et le taux d'appel anxieux, on a vu plus de 2%, on voulait réduire à moins de 1,5%. Voilà, c'était les 2 points principaux par rapport à l'expérience client. Les autres KPIs également devaient être améliorés avec donc des différents objectifs qui étaient fixés. Bon, je vais rentrer dans les enjeux et les difficultés que nous avons rencontrées sur ce projet de manière plus concrète. Donc il y a d'abord la signature électronique. Donc une fois qu'on a dit on fait la signature électronique, c'est vite dit. Bien entendu, quand on commence à parler de signature électronique dans une entreprise, personne n'est d'accord. Alors la direction juridique est totalement contre. Non, ça ne prouve pas l'existence de la personne physique. La législation n'existe pas encore. Alors en 2012, elle existait assez peu. Enfin, il y avait là, ça vient de changer. Là, mais c'était le cas. Et il n'y a pas de jurisprudence, ou s'il y en a, elle est plutôt en défaveur des banques. Donc non. Les risques, pareil. S'il y a un risque de fraude systémique, donc c'est compliqué, on ne peut pas gérer la signature électronique, non. La direction des opérations, elle dit, oulala, vous allez encore me rajouter un processus, j'ai déjà 40 modes opératoires à gérer, vous allez m'en rajouter encore 10, non. Et la conformité, elle est contre, parce que les documents qu'on peut télécharger, notamment même, peuvent être touchés par Photoshop. Donc il y a une problématique de conformité des documents qui sont téléchargés. Donc tous ces points d'arrêt, évidemment, on se tourne vers l'IT, on se dit super, vous allez m'aider les mecs. Bon, eux, ils arrivent avec une espèce de panel de solutions large comme ça, et on comprend rien, c'est difficile de se dire laquelle je choisis, comment je vais faire pour résoudre mon bousin. Alors,
obligation de rentrer quand même dans le détail. La signature vocale, par exemple, ça a l'air de marcher, ça pourrait résoudre un certain nombre de choses au niveau légal. On l'a rejeté pour des raisons d'expérience client. On se dit, si le client, pour signer, il doit dire « Allô, je m'appelle un tel et je signe mon contrat », on se dit, d'un point de vue d'expérience client, c'est bizarre. Il y a des banques qui l'ont choisi, donc c'est pas idiot, ça marche, mais ça fait une expérience client un peu particulière. L'empreinte digitale, il y a des no-go légaux, juridiques. La reconnaissance faciale, pareil, on n'a pas le droit. Alors en Suisse, par exemple, elle est autorisée sur certains aspects, pas la signature de contrat, mais sur des logins, par exemple. Mais en France, c'est un non. Et puis ensuite, il y a donc le scellement technique, le cryptographique, donc la signature au format vraiment hachage et au redatage, avec un scellement du PDF et un échange de tokens. Cette signature, elle est très technique, mais elle fonctionne. Et c'est celle-ci qu'on a finalement choisie, qui répond aux besoins, qui permet d'avoir, en termes d'expérience client, une expérience proche d'un achat sur Internet avec 3D Secure. Vous savez, vous achetez, on vous demande de confirmer un code par SMS. Là, c'est un peu pareil, vous signez, vous recevez un SMS, vous devez confirmer avec un SMS. L'expérience client est similaire, c'est quelque chose qui est en train de passer dans les mœurs en termes d'Internet, donc c'est quelque chose qu'on s'est dit, bon, ça peut marcher, on y va. En 2012, on s'est dit que ça pouvait marcher. Au niveau du back-office, on a eu d'autres soucis. Bon, la signature électronique, elle ne permet pas de gérer l'existence physique et l'existence virtuelle, mais pour des produits d'épargne et des produits de compte, avec peu de risque de crédit, ça a finalement été accepté. Et c'est en train de passer dans les mœurs dans la plupart des banques. Il y a plusieurs banques qui essaient de se positionner sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui est en train de fonctionner. Sur les produits de crédit, c'est pas encore prêt. On n'a pas une solution qui est encore adaptée à cela. Le risque de crédit est trop fort. Voilà. Peu de gens vont dire non, arrêtez de me verser des intérêts sur mon livret, c'est pas moi qui ai signé. En gros, c'est ça le risque auquel on fait face. On comprend qu'il y a peu de chances que ça se produise. Les gens sont plutôt contents d'avoir des intérêts sur leur livret. Donc, on est passé sur le sujet du livret. Et donc, dans le back-office, on s'est rendu compte pendant le projet qu'il y avait un certain nombre de sujets de clarification des règles. C'est-à-dire que ces pièces manquantes, c'est pas toujours clair quel document on doit donner. Pour 80%, c'est clair. Passeport, les bulletins de salaire, les loyers. Mais pour des tas de gens, c'est pas clair en fait. Un artisan, personne non salariée, un chômeur, c'est pas toujours clair. Et les règles peuvent différer d'une personne en back-office à l'autre parce que ce manque de clarté est comblé par un besoin de répondre aux clients qui se présentent. Madame Bidule, elle est là devant moi, il faut que je réponde, la règle n'est pas claire, ben j'adapte. Donc, une fois qu'il faut coder ce que plein de gens ont dans leur cerveau dans un moteur de règles, d'un seul coup, c'est plus possible, il faut clarifier. Donc là, on a fait un certain nombre de sujets de rationalisation des règles, clarification des règles, et également des choix. C'est-à-dire que lorsqu'on est certaines professions, on n'a pas fait la signature électronique. On l'oriente vers un processus papier. Donc ça se voit pas beaucoup parce que 80% des gens sont orientés vers la signature électronique, mais voilà, ça a été un des choix projets. On ne peut pas répondre à tout. On va commencer par faire ce qu'on sait faire. La conformité des photos. On a eu des cas en production. On a fait un dry run en Friends and Family, comme on dit. Et donc, on a des gens qui avaient déjà dématérialisé leur carte d'identité. Et donc, le processus sur smartphone, ils ont pris la photo de leur écran PC sur lequel ils avaient affiché PDF. Voilà. Quand on reçoit ça en back-office, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est pas valide? On n'en sait fichtre rien, en fait. Et c'est compliqué à résoudre comme cas. Donc, obligé de se pencher sur le sujet avec la conformité et potentiellement de redemander au client un nouveau document. On s'est rendu compte également que la gestion des pièces non conformes, c'est-à-dire il est dans le cas de pièces manquantes, c'est pas automatisé aujourd'hui. Alors on a tenté plein de fois de l'automatiser, en général ça n'a pas marché, c'est trop compliqué. Lui il a besoin de celle-là, 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 mais il met plus de 10 000 €, donc il faut aussi ça, ensuite machin, et c'est trop compliqué. Donc en général c'est à la mano, quelqu'un dans un document Word, et c'est traité comme ça, pas trop tracé, c'est imprimé sur l'imprimante à côté ou parfois en centrale si on est bien organisé, mais c'est des processus qui sont encore assez manuels. Automatiser ces processus-là est quelque chose qui a été en général trop difficile à faire. Et là, d'un seul coup, si on lui dit « vous signez sur la tablette et puis ensuite vous me renvoyez une photocopie que je vais scanner moi dans mon usine de scan et vous me l'envoyez par courrier », l'expérience client, là encore, elle n'est pas fluide, il y a une sorte de décalage. Est-ce qu'on peut améliorer cela ? Enfin, le dernier point qui nous a trahi, c'est l'infrastructure. Faire véhiculer autant d'informations
entre un portail web et le back-office tout de suite, en fait, de manière immédiate, eh bien l'infrastructure de la banque n'était pas prête à cela. On a eu des problématiques à résoudre assez idiotes finalement, du type lorsque quelqu'un est en train de télécharger sa pièce d'identité, son copain qui est en train de faire un virement doit attendre. Bon, évidemment, c'est inacceptable. Et donc, d'un point de vue infrastructure, il a fallu se poser des questions pour résoudre ça, parce que c'était évidemment pas tolérable d'avoir ce genre de problème. Voilà. Sur le primo-versement également, on s'est posé des questions. Le premier versement, il y a dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, le chèque. Le chèque permet un contrôle a priori. C'est-à-dire que si je ne veux pas encaisser ce chèque, je n'encaisse pas ce chèque, les fonds ne sont pas partis du compte. Dans tout autre mode de paiement, les fonds partent et arrivent donc, et je les contrôle une fois qu'ils sont arrivés. Et ça, c'est un problème parce que dès lors que la banque a capté les fonds, même si après elle dit non, je ne les veux pas, c'est trop tard, la législation considère qu'elle a blanchi l'argent. Et donc la banque se pose un gros problème de cela. Donc par exemple, les paiements par carte, il faut savoir qu'il y a un pourcentage de cartes qui permet de masquer l'origine des fonds. Alors le pourcentage de circulation de ces cartes, c'est à peu près 1%, mais c'est en croissance par exemple. Donc c'est un point de vigilance par exemple pour la plupart des directions des risques. Et donc le premier versement par carte peut être refusé pour ce cas-là. En virement, on peut faire un certain nombre de traitements et le virement est traité par les différentes places. Donc on a pu, grâce notamment à notre partenariat avec BNP, à faire en sorte que le virement perçu ait déjà été blanchi, anti-blanchi plutôt, avant d'arriver. Oups, vous avez compris comment j'ai financé mon projet ? Voilà, donc on a pu, grâce à cette astuce, le faire. C'est plus compliqué pour une première banque, une banque chef de file, c'est plus compliqué parce qu'elle doit se poser la question pour elle-même. Voilà. Et donc voilà, nos résultats et nos conclusions, parce que je crois que je dépasse le temps. Voilà un petit peu l'architecture qu'on a mise en œuvre. On a réussi à mettre en œuvre les différentes briques, donc un CRM adapté, la signature électronique, le module de gestion des documents qu'on a dû faire à part pour des raisons d'infrastructure et qui permet de faire un échange client sur un canal dédié. Bien entendu, il y a la couche au milieu qui permet de regrouper l'intégralité de la vision client pour que le client n'ait qu'une seule vision et non pas plusieurs. Et le paiement qui vient directement s'adosser à nos moteurs bancaires, avec donc une fluidité, puisqu'on a fait par exemple le processus d'ouverture de compte entièrement sur smartphone, avec donc prise de photos qui se lisent automatiquement, qui permettent de voir les informations contenues. Il y a une complétude à faire quand même manuellement, donc il doit quand même saisir des informations. Il prend les photos des documents sur son smartphone. Ça arrive directement dans le back-office. Le back-office, avec son workflow, est capable immédiatement de voir la demande, de faire le lien entre l'AGED, la gestion électronique des documents, et le CRM, les informations clients. Il y a des scores qui peuvent être précalculés selon ce qu'on demande. Par exemple, il y a des moteurs qui peuvent donner la validité de la carte d'identité. C'est quasi instantané. Et donc, assez rapidement, le back-office est concentré uniquement sur les tâches à valeur ajoutée. L'indexing, scanning, il ne s'en occupe plus. Il ne fait que l'étude. Et il peut donner une réponse en une vingtaine de minutes avec les principes 4 yeux. Back-office donne une réponse en une vingtaine de minutes. Et donc ça permet au client d'avoir une réponse son SMS une demi-heure après avoir commencé ses photos dans son smartphone. Donc il y a vraiment un effet wow pour le client. Donc voilà nos conclusions. On a réussi à faire un processus presque real-time, en 30-35 minutes, à condition qu'il y ait le staff en back-office, évidemment, sinon voilà. Dans les faits, on est plutôt à 2 heures aujourd'hui pour ces raisons de staffing. Et on ne reçoit des dossiers que complets, avec bien entendu des photos mal prises à retoucher, etc. Voilà. Et donc on est en capacité de traiter les dossiers immédiatement, avec des problématiques de discussion entre le back-office et le client, qui là aussi pourraient faire l'objet d'un autre débat. Voilà un petit peu les conclusions que nous avons. Voilà. Merci beaucoup.